Je m'appelle Craig, j'ai 26 ans, je suis un ingénieur logiciel fraîchement diplômé qui a réussi à économiser 4 900 $ après une année de travail acharné. J'ai toujours eu une confiance totale en ma famille, surtout en ma mère qui m'a élevé avec un amour inconditionnel. Quand son SMS est apparu, me demandant d'emprunter ma carte pour payer une facture, je n'ai pas réfléchi à deux fois. Mais cette étrange sensation dans mon estomac quand j'ai vu des alertes de transactions inconnues n'était pas seulement la fin. C'était mon avenir qui disparaissait en temps réel. Dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car ce qui s'est passé ensuite a changé pour toujours la façon dont je ferai confiance à ma famille. Je devrais probablement vous en dire plus sur ma famille avant de plonger dans ce pétrin. Ma mère, Sarah, a 48 ans et était autrefois le pilier de notre foyer. Quand j'étais enfant, elle gérait les finances de notre famille avec précision, notant chaque dollar dans un petit carnet qu'elle transportait dans son sac à main. Mais au cours des dernières années, quelque chose a changé. J'ai commencé à remarquer des sacs de shopping s'accumuler dans son placard, avec les étiquettes encore attachées à des vêtements qu'elle ne portait jamais. Il y avait des disputes à voix basse entre mes parents à propos des relevés de cartes de crédit, et maman semblait de plus en plus anxieuse chaque fois que le courrier arrivait. Mon père, Richard, 50 ans, a bâti sa société de conseil en marketing à partir de rien et a connu un succès considérable. Il travaille de longues heures, voyage fréquemment pour les affaires et maintient une approche détachée, presque clinique, des questions familiales. Quand il est à la maison, il est souvent enfermé dans son bureau, n'en sortant que pour les repas ou pour faire des commentaires brefs et cinglants sur les dépenses du ménage. La température émotionnelle chute de 10 degrés chaque fois qu'il entre dans une pièce. Puis il y a ma petite sœur, Lisa, 22 ans, qui termine actuellement son diplôme en communication à l'université d'État. Elle est intelligente et ambitieuse, mais constamment à court d'argent, malgré le travail à temps partiel qu'elle occupe à la librairie du campus. Maman semble toujours trouver de l'argent supplémentaire pour les manuels scolaires ou les dépenses d'appartement de Lisa, même quand les temps sont durs. La tension entre mes parents concernant les finances s'est accumulée pendant des années. Papa gagne bien sa vie mais tient les cordons de la bourse, exigeant une justification pour chaque dépense. Maman gère le budget quotidien du ménage mais semble perpétuellement stressée à l'idée de joindre les deux bouts. Leurs disputes tournent toujours autour des mêmes sujets. Achats inutiles, reçus cachés et économies qui diminuent. Mes 4 900 $ représentaient une année de budgétisation rigoureuse et d'heures supplémentaires. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai décroché un poste de débutant dans une entreprise technologique locale. Le salaire était correct, mais pas spectaculaire, surtout avec les prêts étudiants qui prenaient une part chaque mois. J'étais retourné vivre temporairement chez mes parents pour économiser sur le loyer, prévoyant d'accumuler assez pour une caution et le premier mois de loyer de mon propre appartement. J'avais des vues sur une Toyota Camry d'occasion avec 62 000 miles au compteur, au prix de 4 000 $. Les 900 $ restants m'aideraient à meubler mon nouvel appartement une fois que j'aurais trouvé un endroit abordable. Chaque matin, je me traînais dans un bus bondé pour le trajet de 45 minutes jusqu'au travail, rêvant de la liberté que ma propre voiture m'apporterait pour accumuler cet argent plus rapidement. J'ai pris des projets de codage en freelance les week-ends et me suis porté volontaire pour des quarts de travail supplémentaires pour surveiller les serveurs de l'entreprise. Pendant que mes amis sortaient boire un verre ou allaient à des concerts, je restais à la maison à coder ou à prendre des heures supplémentaires. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était mon indépendance, mon avenir, une preuve tangible que je devenais enfin un véritable adulte après des années d'étudiant fauché. L'historique des prêts d'argent dans notre famille était compliqué. Maman m'avait parfois demandé d'emprunter 20 ou 50 $ lorsque son compte était à découvert avant la paie. Elle remboursait toujours ces petites sommes rapidement, parfois avec un petit extra en guise de remerciement. Papa ne demandait jamais à emprunter d'argent. Sa fierté ne le lui aurait pas permis, mais il était généreux avec les chèques d'anniversaire et avait aidé à l'achat de mon ordinateur portable pour l'université. Cette fois, c'était différent. La demande de maman d'utiliser ma carte pour ce qu'elle a décrit comme une facture de service public urgente était accompagnée de promesses de me virer l'argent dans les 24 heures. Le montant qu'elle a mentionné, 300 $, n'était pas petit, mais ce n'était pas non plus toutes mes économies. J'ai ressenti ce mélange familier d'inquiétude et d'obligation, voulant aider, mais sentant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, c'était ma mère, la femme qui m'avait soigné pendant les maladies de l'enfance et célébrait chaque petite réussite. Comment aurais-je pu dire non? Je me souviens avoir regardé mon application bancaire ce soir-là, observant le solde qui représentait d'innombrables heures supplémentaires et des week-ends sacrifiés.
Je me suis dit que ce n'était qu'un prêt temporaire, que l'argent serait de retour sur mon compte avant même que je ne m'en aperçoive. Cette petite voix du doute au fond de mon esprit était facile à ignorer face à une vie de confiance que ma mère avait gagnée. Bien sûr, tu peux utiliser ma carte, ai-je répondu par SMS. Dis-moi juste quand tu as fini pour que je puisse suivre les choses. Sa réponse est venue rapidement, remplie de gratitude et de réassurance. Tu es le meilleur fils du monde. Juste cette facture, je te le promets. L'argent sera de retour sur ton compte demain à la première heure. Avec le recul, il y avait des signes avant-coureurs subtils que j'ai manqués. Le léger retard avant qu'elle ne réponde à mes questions sur le service public à payer. Les fautes de frappe inhabituelles dans ses messages, comme si elle tapait à la hâte ou sous le coup du stress. Le fait qu'elle ait demandé les informations de ma carte plutôt que de me faire payer directement la compagnie de service public. De petits détails qui semblaient insignifiants à l'époque, mais qui, rétrospectivement, étaient des signaux d'alarme clignotants. J'ai fourni les informations de ma carte par téléphone, lisant attentivement le numéro à 16 chiffres, la date d'expiration et le code de sécurité à 3 chiffres. Maman répétait chaque série de chiffres pour confirmer, sa voix portant ce ton familier et chaleureux qui avait toujours signifié sécurité et honnêteté tout au long de mon enfance. Nous avons terminé l'appel avec sa promesse de rembourser l'argent rapidement, et moi me sentant bien d'avoir pu aider ma famille dans le besoin. Ce sentiment de chaleur et de devoir familial durerait exactement 97 minutes avant que la première alerte de transaction inattendue ne retentisse sur mon téléphone. C'était mardi soir quand mon téléphone a sonné avec le SMS de maman. Je finissais de travailler, terminant du code avant de rentrer à la maison. Craig, chéri, je déteste te demander ça, mais notre facture d'électricité est impayée et ma carte est refusée. Pourrais-je utiliser la tienne juste pour ce paiement? Je te virerai l'argent demain matin. Promis. C'est environ $300. J'ai hésité brièvement avant de répondre. Bien sûr, maman. Utilise-la juste pour la facture, d'accord? J'économise pour la voiture. Bien sûr. Merci beaucoup. Tu es mon sauveur. Je te rembourse demain à la première heure. J'ai rangé mon téléphone et continué à travailler, me sentant bien d'avoir aidé. Ce sentiment chaleureux a duré exactement 47 minutes. À 18h23, mon téléphone a commencé à vibrer avec des alertes de transaction. La première provenait bien de la compagnie d'électricité. $312. Cela semblait raisonnable. Mais 6 minutes plus tard, une autre notification. $200 dans une station-service. Cela semblait étrange. Notre station-service locale n'a jamais demandé autant pour un plein, même pour le SUV de papa. À 18h45, 3 autres transactions étaient apparues. $150 dans une supérette, $400 en retrait à un distributeur automatique, et $300 de plus à un autre distributeur. J'ai essayé d'appeler maman immédiatement, mais l'appel est tombé directement sur sa messagerie vocale. Maman, je vois des transactions étranges. S'il te plaît, rappelle-moi dès que possible. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS. Désolé, chérie. En réunion avec un partenaire d'affaires de ton père pour le dîner. Je ne peux pas parler maintenant. Tout va bien. Je paie juste quelques factures en retard. On t'expliquera plus tard. Quelque chose n'allait vraiment pas. Maman n'avait généralement pas de dîner d'affaires avec les contacts de papa et quelle facture nécessitait des retraits d'argent au distributeur? J'ai appelé ma sœur Lisa pour voir si elle savait où maman pouvait être. Salut Craig, quoi de neuf? Lisa semblait distraite. Sais-tu où est maman en ce moment? Elle a dit qu'elle était à un dîner d'affaires, mais je vois des débits bizarres sur ma carte. Un long silence a suivi. Je ne suis pas sûr de devoir dire quoi que ce soit. Lisa, s'il te plaît. Mon argent est en train de disparaître à l'heure où nous parlons. Elle a soupiré lourdement. J'ai conduit maman au casino Silver Eagle plus tôt aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de parler à quelqu'un qui y travaille à propos d'un problème de facturation, mais elle avait ce regard, tu sais. Mon estomac s'est noué. Le Silver Eagle était un casino à environ 30 miles de la ville. J'avais entendu maman en parler avant, toujours de manière décontractée, disant que des amis avaient recommandé le buffet ou les animations du week-end, mais je ne l'avais jamais su y aller. Depuis combien de temps maman va-t-elle au casino, ai-je demandé, la voix tendue. Je ne sais pas exactement. Quelques mois, peut-être plus. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à papa.
J'ai remercié Lisa et j'ai raccroché. Puis j'ai immédiatement vérifié mon compte bancaire. Les transactions avaient continué pendant que nous parlions. Près de 2000 $ avaient été retirés ou débités en moins d'1 heure. Presque la moitié de mes économies avaient déjà disparu. J'ai appelé maman encore et encore et encore. Tous les appels sont allés sur sa messagerie vocale. J'ai envoyé plusieurs SMS avec une urgence croissante. Pas de réponse. La panique montant, j'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers ma voiture. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents prend normalement 20 minutes, mais je l'ai fait en 15, dépassant les limites de vitesse tout le long. J'avais besoin de réponses, et j'en avais besoin maintenant avant que le reste de mon argent ne disparaisse dans les coffres du casino. Pendant que je conduisais, d'autres notifications de transactions continuaient d'arriver. Un autre retrait au distributeur, un achat à la boutique de souvenirs du casino, un débit du restaurant du casino. Chacun était comme un coup physique, une trahison qui devenait plus profonde à chaque dollar qui disparaissait. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Maman était-elle sous une sorte de contrainte? Quelqu'un l'avait-il forcé à prendre mon argent? L'alternative, qu'elle vidait volontairement mon compte pour jouer, semblait impossible à concilier avec la mère que je pensais connaître. Le paysage de banlieue défilait alors que j'appuyais plus fort sur l'accélérateur, regardant le compteur de vitesse grimper. Les feux de circulation semblaient s'étirer en une éternité pendant que j'attendais qu'ils changent, tapotant des doigts sur le volant, vérifiant mon téléphone compulsivement pour toute réponse de maman. Rien. Au moment où j'ai tourné dans la rue de mes parents, près des 2/3 de mes économies avaient disparu. L'argent qui représentait d'innombrables week-ends sacrifiés, des quarts de travail supplémentaires et une budgétisation minutieuse s'évaporait en temps réel, étant injecté dans des machines à sous ou dispersé sur des tables de poker par la femme qui m'avait appris la valeur de l'épargne en premier lieu. Je pouvais voir des lumières allumées dans la maison en me garant dans l'allée. La voiture de maman était là, ce qui signifiait qu'elle était revenue du casino d'une manière ou d'une autre. Lisa l'avait-elle ramenée, ou avait-elle pris un taxi, dépensant encore plus de mon argent pour la course? Ma main tremblait légèrement alors que je coupais le contact. Quoi qu'il m'attende à l'intérieur, je savais que notre relation ne serait plus jamais la même. La confiance que j'avais tenue pour acquise toute ma vie avait été fracturée, et j'étais sur le point de découvrir à quel point les fissures étaient profondes. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant pour la confrontation à venir, et je suis sorti de la voiture. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 19h32, remarquant immédiatement que la voiture de maman était là. Les lumières du salon étaient allumées, et en m'approchant de la porte d'entrée, j'ai pu entendre des voix s'élever à l'intérieur. J'ai utilisé ma clé pour entrer sans frapper. La scène qui m'a accueilli donnait l'impression d'entrer sur scène au milieu d'une représentation. Maman était assise sur le canapé du salon, le visage marbré et les yeux rougis. Ses cheveux normalement parfaits étaient en désordre, et elle serrait un mouchoir froissé dans une main. Papa se tenait près de la cheminée, sa posture rigide et son visage figé dans ce masque froid que j'avais vu tant de fois lors des disputes familiales. Ils se sont tus tous les deux quand je suis entré. Craig, dit maman, sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai levé mon téléphone, affichant l'application bancaire avec toutes les transactions. J'espère que ceci explique cela, dis-je. Les yeux de papa se sont posés sur mon téléphone, puis sont revenus sur maman. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux a changé, un éclair de confirmation, comme s'il avait eu raison sur quelque chose de désagréable. Sarah, dit-il doucement. Dis-lui. Le visage de maman s'est encore plus décomposé. Elle a baissé les yeux sur ses mains, qui déchiraient maintenant le mouchoir en lambeaux. Je suis tellement désolé, Craig. J'allais tout te rembourser. J'avais juste besoin d'un peu d'argent pour couvrir quelques dettes. Et puis j'ai pensé que je pourrais peut-être gagner assez pour tout rembourser et que tu ne le saurais jamais. Des dettes? Quelles dettes? Ai-je demandé, toujours debout dans l'embrasure de la porte, ne me faisant pas confiance pour m'approcher. Papa a ri, un son bref et sans humour. Ta mère a une sacrée collection de reconnaissance de dettes, de cartes de crédit, de prêts personnels, d'argent emprunté à des amis, et bien sûr son ardoise au casino. Maman lui a lancé un regard venimeux. Tu ne devais le dire à personne. Tu l'avais promis. C'était avant que tu ne commences à voler notre fils, répondit froidement papa. Le mot voler flottait dans l'air entre nous. Était-ce cela? Je lui avais donné la permission d'utiliser ma carte, mais pas comme ça. Pas pour jouer. Je me suis assis lourdement dans un fauteuil.
Mes jambes étaient soudainement faibles. Depuis combien de temps ça dure? Le jeu? 3 ans, plus ou moins, dit papa avant que maman ne puisse répondre. La dette sérieuse, environ 18 mois. Ce n'est pas la première fois qu'elle prend de l'argent qui n'est pas à elle. J'ai de nouveau regardé mon téléphone, rafraîchissant l'application bancaire. De nouvelles transactions étaient apparues. Mon cœur s'est serré en faisant le calcul. 4 900 $, dis-je doucement. Tout est parti. Chaque centime que j'ai économisé. Maman se mit à sangloter pour de bon maintenant. J'étais si sûr que je pouvais le regagner. Le croupier n'arrêtait pas de dire que ma chance allait tourner. Juste une main de plus, un tour de plus. Et tu savais pour ça, me suis-je tourné vers papa, la colère montant à travers mon choc. Tu savais qu'elle avait un problème de jeu, et tu ne m'as pas prévenu. Papa a redressé sa posture déjà parfaite. Je gère ce problème depuis des années, Craig. J'ai remboursé ses dettes. Je l'ai envoyée en thérapie. Elle n'y va pas. J'ai gelé des cartes de crédit, elle parvient toujours à les remplacer. À un moment donné, tout le monde doit apprendre ses propres leçons. Alors, c'était quoi, un moment d'apprentissage? Ma voix s'est élevée. Utiliser mes économies comme une sorte de leçon de choses? Considère ça comme de la charité, dit papa avec une légère crispation de la lèvre. La charité familiale. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma mère avait vidé mon compte en banque pour jouer, et mon père était apparemment resté les bras croisés et avait laissé faire. La trahison était si totale qu'elle m'a coupé le souffle. Lisa est apparue dans l'embrasure de la porte, étant apparemment arrivée pendant notre confrontation. Son visage était pâle, les yeux écarquillés alors qu'elle observait la scène. « Je ne savais pas qu'elle allait prendre ton argent, Craig, dit-elle rapidement. Je jure que je pensais juste qu'elle rencontrait quelqu'un. » J'ai hoché la tête, engourdi, incapable de trouver les mots pour ma sœur, qui avait l'air aussi perdue que moi. La famille que je pensais connaître, les parents en qui j'avais implicitement confiance, me semblaient soudainement des étrangers. Pire que des étrangers, des gens qui m'avaient sciemment fait du mal. « Je te rembourserai, dit maman entre deux sanglots. Je te le promets. J'ai juste besoin d'un peu de temps. » Avec quel argent? Demanda sèchement papa. Tes cartes de crédit sont au maximum. Ton compte personnel est à découvert. Tu as déjà emprunté à tous ceux qui voulaient bien te prêter. Maman n'avait pas de réponse à cela. Elle a juste pleuré plus fort, ses épaules secouées par la force de ses sanglots. Et à ce moment-là, entouré de ma famille, mais me sentant complètement seul, j'ai réalisé que l'argent n'était même pas le pire de ce que j'avais perdu aujourd'hui. C'était la confiance simple et fondamentale dans les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Le poids de cette réalisation m'oppressait la poitrine, rendant la respiration difficile. J'avais toujours vu notre famille comme imparfaite mais fondamentalement solide. Maintenant, elle ressemblait plus à une façade soigneusement construite, avec la pourriture et la décomposition cachées juste sous la surface. Montre-moi encore les transactions, dit papa, tendant la main pour prendre mon téléphone. Je le lui ai passé en silence, regardant ses yeux parcourir la longue liste de retraits et d'achats. Sa mâchoire s'est visiblement crispée à chaque glissement de son doigt. Le casino Silver Eagle encore. Après tout ce dont nous avons discuté, après toutes les promesses que tu as faites, tu y es retourné et tu as pris l'argent de notre fils. Je pensais que je pourrais arranger ça, gémit maman. Juste une bonne victoire. C'est tout ce dont j'avais besoin. C'est ce que tu dis toujours, répondit papa, sa voix plate d'épuisement plutôt que de colère maintenant. Juste une partie de plus, une chance de plus, un prêt de plus. Quand est-ce que ça s'arrête, Sarah? Maman n'avait pas de réponse. Elle fixait simplement ses mains, les larmes tombant sur son mouchoir tordu. Lisa s'est assise à côté de maman, passant un bras autour de ses épaules. J'ai remarqué comment ma sœur se positionnait légèrement en biais, comme si elle se plaçait physiquement entre nos parents. Combien de fois avait-elle joué ce rôle de médiatrice auparavant? Combien de crises familiales avait-elle surmontées dont je ne savais rien? Nous devons trouver comment arranger ça, dit Lisa, jetant un coup d'œil entre nous tous. Craig a besoin de récupérer son argent, et maman a besoin d'aide. Papa m'a rendu mon téléphone avec un lourd soupir. Ta sœur a raison, du moins sur la deuxième partie. Ta mère a besoin d'une aide professionnelle, qu'elle a refusée à plusieurs reprises. Quant à ton argent, il s'est interrompu, regardant maman avec un mélange de colère et de résignation.
Je vais le récupérer, insista maman, se redressant légèrement. Je peux emprunter à ma sœur, Judy, ou peut-être vendre des bijoux. Ta sœur ne prend plus tes appels depuis le dernier prêt non remboursé, lui rappela papa. Et les vrais bijoux ont été mis en gage il y a des mois. Chaque révélation était comme une autre trappe s'ouvrant sous mes pieds. Combien de choses ignorais-je sur ce qui se passait dans ma propre famille? Depuis combien de temps cette tromperie du réel pendant que je traversais la maison, concentré sur mes propres objectifs et problèmes? Pourquoi personne ne m'a rien dit, ai-je demandé, regardant de papa à Lisa. L'un de vous? Si vous saviez que cela se passait, pourquoi le garder secret? Lisa baissa les yeux, incapable de croiser mon regard. Le regard de papa est resté stable, mais je pouvais y voir un conflit. Ta mère nous a supplié de ne pas le faire, dit-il finalement. Elle avait honte. Et franchement, je pensais pouvoir gérer la situation. Je gère les épisodes de ta mère depuis des années, remboursant des dettes, trouvant des excuses aux amis, surveillant les comptes. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'en prendrait à tes économies. La manière clinique dont il l'a décrit, gérer les épisodes, donnait l'impression que c'était froid et distant, comme si l'addiction de maman était simplement une bizarrerie comportementale gênante plutôt qu'une force destructrice déchirant notre famille. Eh bien, votre stratégie de gestion a échoué de manière spectaculaire, dis-je, incapable d'empêcher l'amertume de colorer ma voix. Toutes mes économies ont disparu, et à en juger par ce que j'entends, maman est plus profondément enfoncée dans son addiction que jamais. Papa tressaillit légèrement, la première fissure dans sa façade composée. Tu as raison, admit-il. J'ai échoué. Je pensais pouvoir protéger cette famille en contenant le problème en privé. Je me suis trompé. Venant de mon père qui n'admettait jamais ses torts, c'était une concession surprenante. Mais cela ne ramenait ni mon argent ni ne réparait la confiance qui avait été brisée. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé, regardant autour de moi le cercle brisé de ma famille. Aucun d'eux n'avait de réponse. Je veux récupérer mon argent, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. La totalité, d'ici la fin de la semaine. Maman hocha la tête frénétiquement, toujours en pleurant. Je trouverai un moyen. Je le promets. Comment comptes-tu faire ça exactement, Sarah? La voix de papa a tranché la pièce comme de la glace. Tu as épuisé toutes les ressources financières auxquelles tu avais accès. Je pourrais vendre mes bijoux, offrit faiblement maman. Papa rit de nouveau. Ce même sang-froid. Les vrais bijoux ou les bijoux fantaisie? Parce que tu as mis les vrais en gage l'année dernière pour couvrir tes pertes aux machines à sous. Je n'étais pas au courant de ça. Les perles de grand-mère. La bague de fiançailles de maman, disparue. Les révélations continuaient d'arriver, chacune plus douloureuse que la précédente. Je veux savoir exactement à quel point c'est grave, ai-je exigé en me levant. Plus de secrets, plus de mensonges. De combien de dettes parlons-nous? Maman et papa échangèrent un regard. Une communication silencieuse passant entre eux qui m'excluait complètement. Dis-lui, dit finalement papa. Il mérite de savoir à quoi il a affaire. Maman regarda ses mains, la voix à peine audible. Environ 27 000 $, répartis sur différentes cartes et prêts. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. 27 000 $? Comment est-ce possible? Ça s'accumule vite quand on paie 24% d'intérêt, dit papa d'un air sombre. Et quand on continue de creuser le trou au lieu d'en sortir. Si tu savais que c'était si grave, pourquoi n'as-tu rien fait, ai-je demandé à papa, la colère montant à nouveau. Pourquoi rester là à regarder? J'ai fait beaucoup de choses, rétorqua papa, son calme se fissurant enfin. J'ai remboursé 60 000 $ de dettes au cours des 2 dernières années. J'ai pris des rendez-vous pour des thérapies auxquelles elle ne se rend jamais. J'ai pris le contrôle des comptes du ménage qu'elle trouve des moyens de contourner. À un moment donné, Craig, une personne doit vouloir changer. La dispute a rapidement dégénéré à partir de là. J'ai accusé papa d'être complice de l'addiction de maman en la dissimulant. Papa m'a accusé de naïveté, disant que je n'avais aucune idée de ce à quoi il avait dû faire face. Maman alternait entre des excuses larmoyantes et des justifications défensives pour son comportement. Lisa essayait désespérément de jouer les médiatrices, pour finalement se retrouver prise entre deux feux. J'irai au joueur anonyme, promit maman. Dès demain. Et je trouverai un travail pour te rembourser, Craig. Tu as déjà promis ça avant, lui rappela froidement papa. Tu as assisté à exactement 2 réunions avant de prétendre qu'elles n'étaient pas utiles.
Cette fois, c'est différent, insista maman. Parce que maintenant, tu as volé ton fils au lieu de seulement ton mari. Les mots de papa étaient brutaux, et maman tressaillit comme s'il l'avait giflé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de penser clairement malgré ma colère et ma déception. J'ai besoin d'un plan concret, pas de promesses. Soit je récupère mon argent, soit je déclare la carte volée. Maman halta. Tu ne ferais pas ça. Elle a été volée, dis-je platement. Tu l'as prise dans un but et tu l'as utilisée pour un autre sans mon consentement. Il a raison, maman, dit Lisa doucement. Ce que tu as fait était mal. Maman se tourna vers Lisa avec une expression blessée. Même toi, tu es contre moi maintenant. Après que je t'ai aidé avec tes frais de scolarité quand ta bourse n'a pas été renouvelée. Lisa est devenue pâle. De quoi tu parles? Papa a payé mes frais de scolarité. La main de maman vola vers sa bouche, trop tard pour reprendre ses mots. L'expression de papa s'assombrit encore. Quel paiement de frais de scolarité, Sarah? La vérité a éclaté en fragments douloureux. Maman avait apparemment retiré $8000 du fonds d'études de Lisa le semestre dernier, prétendant à Lisa que papa s'en était occupé, et disant à papa que l'université avait offert une bourse supplémentaire. Aucun n'avait pensé à vérifier l'histoire avec l'autre. L'argent a disparu aussi, n'est-ce pas? Demanda Lisa, sa voix petite. Mon fonds de fin d'études. Maman ne pouvait pas croiser son regard, ce qui était une réponse suffisante. Bon sang, marmonna papa, passant une main dans ses cheveux. Y a-t-il un compte que tu n'as pas pillé? Alors que la dispute continuait de s'envenimer, j'ai remarqué que le téléphone de maman s'allumait sur la table basse. La notification a attiré mon attention. Un aperçu de mail d'un compte que je ne reconnaissais pas, contenant les mots rappel de paiement et solde impayé. Qu'est-ce que gambling78@gmail.com, ai-je demandé soudainement, lisant l'adresse sur l'écran. Maman s'est jetée sur le téléphone, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai attrapé, le tenant hors de sa portée. Rends-moi ça. C'est privé, a-t-elle crié, la panique remplaçant ses larmes. Plus maintenant, dis-je, ouvrant l'application Gmail. Pas quand tu as pris mon argent. La boîte de réception qui s'est chargée n'était pas le compte habituel de maman. C'était tout autre chose. Des centaines de messages de casinos en ligne, de processeurs de paiement, et de ceux qui semblaient être des prêteurs privés aux pratiques commerciales douteuses. Certains avaient des objets promettant des gains faciles. D'autres étaient clairement des menaces concernant des paiements en retard. « Tu as un compte email secret pour ton jeu ?» demanda papa, regardant par-dessus mon épaule l'écran. La surprise dans sa voix suggérait que même lui ne savait pas à quel point c'était grave. Maman s'est effondrée sur le canapé, tout combativité l'ayant quittée. « J'avais besoin d'un moyen de tout suivre, dit-elle d'une voix sourde. Les différents comptes, les échéanciers de paiement. Les mensonges, ai-je ajouté, faisant défiler message après message. N'oublie pas les mensonges. La découverte du compte Gmail secret a marqué un tournant dans la confrontation. Il n'était plus possible de nier l'étendue du problème, ni de le minimiser comme une erreur de jugement occasionnelle. C'était une tromperie systématique maintenue pendant des années qui avait maintenant englouti toute la famille. Papa a pris le téléphone de mes mains, son visage se durcissant alors qu'il parcourait les emails. Ça s'arrête ce soir, dit-il, sa voix dangereusement calme. Plus de chance, Sarah. Plus de renflouement. Maman leva les yeux vers lui, une peur sincère dans ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai fini, répondit papa. Soit tu obtiens une aide sérieuse, soit je dépose une demande de séparation. L'ultimatum flottait dans l'air, changeant tout. Malgré toutes leurs disputes et tensions, je n'avais jamais sérieusement envisagé que le mariage de mes parents puisse se terminer. D'après l'expression choquée sur le visage de Lisa, elle non plus. Richard, s'il te plaît, dit maman, tendant la main vers celle de papa. Il recula, évitant son contact. Je vais chercher de l'aide cette fois. De la vraie aide. Tu as déjà dit ça avant, répondit papa. Plusieurs fois. Je le pense maintenant, insista TL. Je ferai tout ce qu'il faudra. S'il te plaît, donne-moi juste une dernière chance. Papa la regarda longuement, son expression illisible. Puis il me jeta un coup d'œil. Ce n'est plus seulement ma décision. Tu as blessé Craig maintenant, aussi. Il a son mot à dire sur ce qui se passera ensuite. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Soudain,
j'étais projeté dans le rôle de juge, censé rendre un verdict sur le sort de ma propre mère. Le poids de cette responsabilité semblait écrasant. Je veux juste récupérer mon argent, dis-je finalement. Et je veux savoir que cela n'arrivera plus jamais. Maman hocha la tête avec empressement. Je trouverai un moyen de te rembourser et je chercherai de l'aide. Je le jure. Mais en regardant son expression désespérée, celle sceptique de papa, le visage de Lisa strié de larmes, je savais que de simples promesses n'allaient pas suffire cette fois. La confiance était trop brisée. Nous avions besoin de quelque chose de plus concret, de plus contraignant que de simples mots. J'ai besoin de réfléchir, dis-je en me levant. Je ne peux prendre aucune décision pour l'instant. Je me suis dirigé vers la porte, ayant besoin d'espace, d'air, de distance par rapport à cette atmosphère suffocante de tromperie et de récrimination. « Où vas-tu » m'a appelé Lisa. « Quelque part où je peux penser clairement » ai-je répondu. « Je serai de retour demain. » En sortant dans l'air frais du soir, je me sentis à la fois incroyablement seul et étrangement libéré. Pour la première fois, je voyais ma famille sans illusion, sans les mythes confortables que nous avions construits sur nous-mêmes. La vérité était laide et douloureuse, mais au moins elle était réelle. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Une autre alerte de transaction. Je n'ai même pas pris la peine de regarder. Il n'y avait plus rien à prendre. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai commencé à explorer méthodiquement toutes mes options pour récupérer mon argent. Aucune ne semblait prometteuse. J'ai d'abord contacté ma banque, expliquant la situation. Le représentant du service client était sympathique mais ferme. Puisque j'avais donné à maman la permission d'utiliser ma carte, c'était considéré comme une transaction autorisée. Le fait qu'elle ait abusé de cette permission était, légalement parlant, une affaire personnelle, pas une fraude bancaire. Il ne pouvait pas annuler les débits. Ensuite, j'ai appelé le casino où la plupart de l'argent avait été dépensé. Le directeur que j'ai finalement réussi à joindre après avoir navigué dans un labyrinthe de transferts et de mise en attente m'a expliqué qu'il n'avait aucun moyen de rembourser les pertes de jeu, quelles que soient les circonstances. Une fois les jetons joués, monsieur, cet argent appartient à la maison ou au gagnant, dit-il avec un regret bien rodé. Je me suis tourné vers la promesse de maman d'emprunter de l'argent à des amis pour me rembourser. Cet espoir a été rapidement anéanti quand elle a admis, honteuse, qu'elle avait déjà emprunté à tous ceux qui pourraient lui prêter. Certains avaient déjà coupé le contact après qu'elle n'ait pas remboursé des prêts antérieurs. « Et ta sœur à Philadelphie » ai-je suggéré désespérément. Tante Judith a toujours préféré. Maman secoua la tête. Je lui ai emprunté $3000 à Noël dernier. J'ai dit que c'était pour des réparations à la maison après cette grosse tempête. Elle n'arrête pas de me demander des photos du nouveau toit. Alors que chaque solution potentielle s'effondrait, mon attention s'est reportée sur le compte Gmail secret. Pendant que maman était au téléphone essayant sans succès de négocier un prêt personnel avec sa banque, j'avais passé plus de temps à parcourir ses emails. Ce que j'ai trouvé a brossé un tableau encore plus inquiétant que ce que j'avais initialement réalisé. Il y avait des communications avec au moins 6 sites de jeux en ligne différents, la plupart basés à l'étranger pour éviter les réglementations américaines sur les jeux d'argent. Maman avait des comptes auprès de plusieurs sociétés de prêts sur salaire appliquant des taux d'intérêt astronomiques. Plus alarmant encore, il y avait des échanges avec des individus qui semblaient être des prêteurs privés opérant en dehors de tout cadre légal. Des personnes avec des noms comme Cash King et Lucky Looney qui utilisaient des menaces voilées sur les méthodes de recouvrement lorsque les paiements étaient en retard. En milieu d'après-midi, il était clair que les voies conventionnelles pour récupérer mon argent étaient fermées. Papa avait catégoriquement refusé d'aider, disant que c'était entre maman et moi. Elle doit faire face aux conséquences, a-t-il insisté. Sinon, rien ne changera. Lisa m'avait offert ses $300 derniers de son travail à temps partiel, que j'ai refusé. Ce n'était pas sa responsabilité de régler cela, et elle aurait besoin de cet argent elle-même maintenant que nous savions que son fonds d'études avait été épuisé. Assis à la table de la cuisine, entouré de notes de mes appels et recherches futiles, maman est entrée avec des yeux rougis et des épaules affaissées. J'ai tout essayé, dit-elle, s'effondrant sur la chaise en face de moi. Personne ne veut me prêter quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi faire. Tu pourrais vendre ta voiture, ai-je suggéré sans grand espoir. Elle est en leasing, et nous sommes en déficit sur les paiements, a-t-elle admis. La collection de montres vintage de papa. Il les garde dans un coffre-fort. Je n'y ai pas accès. Chaque révélation était une autre porte qui se fermait, un autre chemin bloqué.
Je suis tellement désolé, Craig, dit maman en tendant la main vers la mienne. Je me suis retiré. Je sais que désolé n'aide pas, mais je le suis vraiment. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Mais c'est arrivé, ai-je répondu. Et ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Tu fais ça depuis des années, prenant de l'argent à tout le monde autour de toi. Maman tressaillit mais ne le nia pas. Quand est-ce que ça a commencé, ai-je demandé, ayant soudainement besoin de comprendre. Le jeu, je veux dire. Elle a soupiré profondément. Il y a environ 3 ans. C'était juste du bingo au début, avec des amis de l'église, puis les machines à sous au casino, juste $20 à la fois, je le jure. Mais un soir, j'ai gagné $500. Et la sensation était, elle ferma les yeux, se souvenant, c'était comme rien d'autre. Tous mes soucis ont disparu. Je me sentais puissante, en contrôle. Mais tu n'étais pas en contrôle, ai-je souligné. Le contraire. Je le sais maintenant, dit-elle doucement. Mais au moment où j'ai réalisé que j'étais en difficulté, je devais déjà tellement. Je n'arrêtais pas de penser qu'une grosse victoire arrangerait tout. La conversation a été interrompue lorsque papa est entré dans la cuisine, le visage sombre. J'ai examiné ses emails plus en détail, dit-il, s'adressant à moi plutôt qu'à maman. C'est pire que nous ne le pensions. Ta mère a fait des chèques sans provision pour couvrir certaines de ses dettes. Le visage de maman est devenu pâle. Richard, s'il te plaît. Plus de secrets, la coupa papa. Les chèques sans provision, c'est de la fraude criminelle, Sarah. Il ne s'agit plus seulement de l'argent de la famille. Je me sentis physiquement malade. Des accusations criminelles. Cela dépassait tout ce que j'avais imaginé en voyant ces premières alertes de transaction. Papa se tourna pour faire face directement à maman, son expression plus dure que je ne l'avais jamais vue. Je pensais ce que j'ai dit hier soir. Soit tu obtiens une aide professionnelle, une vraie aide, pas seulement des promesses, soit je contacte un avocat pour le divorce demain. Et si Craig décide de porter plainte pour la carte de crédit, je ne m'y opposerai pas. Maman se remit à pleurer, mais les larmes semblaient différentes cette fois, pas manipulatrices ou apitoyées, mais la réponse sincère de quelqu'un qui affronte enfin l'ampleur de ses actes. J'ai besoin d'aide, murmura-t-elle. Je sais que j'ai besoin d'aide. C'était la chose la plus complètement honnête qu'elle ait dite depuis le début de ce cauchemar. Alors que papa et maman continuaient de parler, leur voix maintenant plus basse mais intense, je me suis éclipsé dans la chambre d'amis où j'avais passé la nuit. Mon esprit tournait à plein régime, traitant tout ce que j'avais appris au cours des dernières 24 heures. L'argent était presque certainement parti pour de bon. Ma relation avec mes parents était endommagée d'une manière qui pourrait ne jamais guérir complètement. Et pourtant, sous la colère et la trahison, je sentais quelque chose d'autre émerger. Une étrange clarté calme sur ce qui devait se passer ensuite. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler méthodiquement. D'abord, j'ai transféré tous les emails du compte secret de maman à moi-même, en les organisant par type, site de jeu, prêteur, processeur de paiement. Ensuite, j'ai créé un document résumant les montants totaux dus, les taux d'intérêt et les dates d'échéance des paiements. J'ai fait des recherches sur les programmes de traitement de la dépendance aux jeux dans notre région, compilant une liste d'options avec leurs exigences et leurs taux de réussite. Enfin, j'ai rédigé un email adressé à mes parents et à Lisa. J'ai joint les preuves que j'avais rassemblées, le résumé financier et les informations sur les programmes de traitement. Le message lui-même était bref mais sans équivoque dans sa résolution. J'ai compilé tout ce que j'ai découvert sur l'addiction aux jeux et la tromperie financière de maman. Je vous donne jusqu'à 9 h demain pour accepter les conditions suivantes. 1. Maman s'inscrit à un programme de traitement en résidence pour la dépendance aux jeux dans les 72 heures. 2. Papa couvre le coût du traitement et s'engage à assister aux séances de thérapie familiale. 3. Vous signez tous les deux un accord formel pour me rembourser mes $4 900 dans les 6 mois. Si ces conditions ne sont pas remplies, je transmettrai toutes les preuves de fraude financière aux autorités et institutions financières compétentes. Ce n'est pas du bluff. Je vous aime tous les deux, mais je ne serai plus complice de cette destruction. Mon doigt plana au-dessus du bouton envoyer. C'était l'option nucléaire, menaçant de conséquences juridiques contre ma propre mère. Une fois envoyé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais en pensant aux années de tromperie, à la manière désinvolte dont mon avenir avait été joué, et à la dynamique de complicité qui avait permis à la situation d'atteindre ce point, je savais que c'était le seul levier qui me restait. J'ai appuyé sur envoyer,
puis j'ai programmé un email automatique pour 9 h le lendemain matin qui transférerait toutes les preuves à la division des fraudes du département de police, au bureau de la protection des consommateurs du procureur général de l'État, et aux banques concernées, à moins que je ne l'annule avant. Puis j'ai fait mon sac, j'ai quitté la maison sans dire au revoir, et je me suis enregistré dans un motel bon marché. J'ai mis mon téléphone en silencieux, réglé mon réveil pour 8h30, et j'ai essayé de dormir, sachant qu'au matin, notre famille ne serait plus jamais la même. La chambre était spartiate et impersonnelle. Un lit double avec une couette usée, un petit bureau avec une lampe, une télévision vissée au mur. Cela semblait étrangement approprié pour ce moment de transition. J'étais à la dérive entre ce que ma famille avait été et ce qu'elle deviendrait. Suspendu dans un espace anonyme qui n'appartenait à personne. Allongé sur le matelas rigide, fixant le plafond, je me demandais si j'étais allé trop loin. Étais-je vraiment prêt à envoyer ma propre mère en prison? À potentiellement détruire le mariage de mes parents et ce qui restait de notre famille. Cette pensée me rendit physiquement malade. Mais je me suis souvenu de la manière méthodique dont maman avait vidé mon compte, transaction par transaction. Des années de mensonges qu'elle avait racontées à tous ceux qui l'aimaient. De la façon dont papa était resté là, complice de son addiction tout en croyant la gérer. Et je savais que la véritable destruction avait déjà eu lieu. Je refusais simplement de prétendre le contraire plus longtemps. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un SMS de Lisa. Quoi que tu décides, je te soutiens. Je t'aime, grand frère. Au moins, je n'étais pas complètement seul. Avec ce petit réconfort, je me suis finalement endormi d'un sommeil agité. J'ai à peine dormi cette nuit-là, dérivant dans et hors de rêves anxieux où je cherchais toujours quelque chose de perdu. Quand mon réveil a sonné à 8h30, je me sentais à la fois épuisé et vide, mais résolu. J'ai vérifié mon téléphone, m'attendant à moitié à un déluge d'appels et de SMS. Il n'y avait rien. Aucune réponse à mon email, aucun appel manqué, aucun SMS frénétique. N'avaient-ils pas pris mon ultimatum au sérieux, ou en discutaient-ils entre eux, pesant leurs options? Quoi qu'il en soit, le temps pressait. Dans 30 minutes, l'email automatisé serait envoyé, transformant cette crise familiale en crise juridique. J'ai pris une douche rapide dans l'eau tiède du motel, essayant de me vider la tête. Faisais-je la bonne chose? L'idée que ma mère fasse face à des accusations criminelles me nouait l'estomac. Mais je me suis souvenu avec quelle facilité elle m'avait menti en face. Avec quelle systématicité elle avait vidé mon compte dollar par dollar tout en promettant de rembourser une dette qu'elle savait ne pas pouvoir couvrir. Ce n'était pas un simple manque de jugement. C'était une tromperie calculée de la part de quelqu'un qui aurait dû me protéger. À 8h55, j'étais assis sur le bord du lit du motel, téléphone à la main, regardant les minutes s'écouler. Toujours aucun contact de ma famille. Avait-il décelé mon bluff? Ne croyait-il pas que j'irais jusqu'au bout? Cette pensée a cristallisé en moi une détermination qui a dissipé le doute et le tumulte émotionnel. Il s'agissait de bien plus que d'argent maintenant. Il s'agissait de briser un schéma destructeur qui empoisonnait notre famille depuis des années. À 8h59, mon téléphone a finalement sonné. Le nom de papa s'est affiché à l'écran. Allô, ai-je répondu, essayant de garder ma voix neutre. Nous sommes prêts à parler, a dit papa sans préambule. Ta mère a accepté le traitement. Nous avons trouvé un établissement qui peut la prendre cet après-midi. Un soulagement m'a envahi, suivi immédiatement par la suspicion. Et le plan de remboursement? Je m'en charge, a dit papa. Le montant total sera viré sur ton compte avant la fin de la journée. Qu'est-ce qui vous a fait décider, ai-je demandé, toujours méfiant face à cette capitulation soudaine. Il y a eu une pause avant que papa ne réponde. Ta mère a vu ce que tu as envoyé. Toute la documentation si clairement organisée. Je pense que cela lui a finalement montré à quel point c'est grave. Une autre pause. Et j'ai réalisé que je faisais aussi partie du problème. En la couvrant, en dissimulant. En pensant que je pouvais gérer ça en privé. J'ai regardé l'heure. 9h pile. Quelque part en ville, l'email automatisé se déclencherait dans quelques secondes à moins que je ne me connecte pour l'annuler. J'ai besoin de plus que des mots, dis-je fermement. J'ai besoin d'avoir maman au téléphone pour confirmer qu'elle va en traitement et j'ai besoin de l'argent sur mon compte avant d'annuler ce qui est sur le point de se produire. Qu'est-ce que tu veux dire, annuler, demanda vivement papa. J'ai configuré un email automatisé avec toutes les preuves.
Il s'envoie à 9 h à la police, aux banques et au bureau du procureur général. J'ai environ 30 secondes pour l'arrêter. Bon sang, Craig, souffla papa. Attends. J'ai entendu des bruits de pas. Puis la voix de maman est venue au bout du fil, aiguë et paniquée. Craig, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais en traitement aujourd'hui. Je le jure. Ton père a déjà appelé l'établissement. S'il te plaît. En arrière-plan, j'ai entendu de l'agitation, des voix qui s'élevaient. Ce qui ressemblait à une porte qui claque. Qu'est-ce qui se passe là-bas, ai-je exigé. Ta mère vient de vérifier ses emails, expliqua papa, de retour au téléphone. Elle a vu le compte à rebours sur ton message. Elle ne le prend pas bien. Je me suis connecté à mon compte de messagerie, les doigts volants sur le clavier alors que je naviguais vers l'email programmé. Il affichait l'envoi en cours dans le champ de statut. L'argent, papa, maintenant, ou l'email part. Je suis en train de faire le virement, dit-il, sont-on urgent. Arrête juste cet email. J'ai cliqué sur annuler l'envoi à plusieurs reprises, regardant le cercle tourner pendant que le système traitait ma demande. Après ce qui a semblé une éternité, une confirmation est apparue. Email programmé annulé. J'ai expiré lentement. La tension du moment me laissant épuisé. C'est fait. L'email est annulé. Au téléphone, j'ai entendu la voix de maman s'élever dans ce qui ressemblait à un gémissement. Puis un silence abrupt. Qu'est-ce qui vient de se passer, ai-je demandé. La voix de papa était tendue. Elle a ouvert l'application Gmail sur son téléphone pour voir si l'email était parti. Je pense qu'elle vient de voir toutes les preuves que tu as compilées, organisées par date. Elle est bouleversée. C'était clairement un euphémisme. En arrière-plan, j'entendais maman crier quelque chose d'incompréhensible, sa voix montant jusqu'à un hurlement. Puis le son de porte qui s'ouvre, des voix qui appellent avec inquiétude. Ce sont les voisins, ai-je demandé, incrédule. Oui, confirma papa, l'air embarrassé. Sharon et Bob d'un accent grave côté. Ta mère est assez bruyante en ce moment. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler mes affaires dans la chambre de motel. J'arrive dans 20 minutes. Ne la laisse pas partir avant que j'arrive. Elle ne va nulle part, m'assura papa d'un ton sombre. Sauf en traitement cet après-midi. Quand je suis arrivé chez mes parents, la scène était surréaliste. Maman était assise à la table de la cuisine, le visage marbré et gonflé par les pleurs, les mains serrées autour d'une tasse de thé non touchée. Papa se tenait près du comptoir, l'air épuisé, mais d'une certaine manière plus présent que je ne l'avais vu depuis des années. Lisa était assise en face de maman, son expression un mélange d'inquiétude et de lassitude. Et, étonnamment, notre voisine d'un accent grave côté, Sharon, était là aussi, le bras autour des épaules de maman. Les voisins ont entendu l'agitation, expliqua doucement Lisa alors que je posais mon sac. Sharon est venue voir si tout allait bien. Maman a fini par tout lui raconter. C'était sans précédent. Notre famille avait toujours maintenu une façade impeccable face au monde extérieur, ne révélant jamais les tensions qui couvaient sous la surface. Que maman avoue sa dépendance au jeu à une voisine marquait un changement sismique dans sa façon d'aborder ses problèmes. Je ne peux plus le cacher, dit maman en me regardant avec des yeux rougis. J'ai eu tellement honte, inventant des histoires, m'enfonçant plus profondément à chaque mensonge. Je suis désolé, Craig. Ce que je t'ai fait est impardonnable. Il ne s'agit pas de pardon pour l'instant, dis-je en m'asseyant en face d'elle. Il s'agit de t'aider et de s'assurer que cela n'arrive plus jamais. Papa a fait glisser son téléphone sur la table vers moi. Sur l'écran se trouvait la confirmation d'un virement bancaire. 4 900 $ sur mon compte. C'est fait, dit-il simplement. Sharon serra doucement l'épaule de maman. Je te conduirai au centre de traitement cet après-midi, Sarah. Ma cousine a suivi le même programme l'année dernière. C'est dur, mais ça marche si tu t'y engages. J'ai jeté un regard à Sharon avec une nouvelle appréciation. Son soutien pragmatique, libre du bagage émotionnel qui pesait sur les interactions de notre famille, semblait être exactement ce dont maman avait besoin à ce moment-là. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'arrangements pratiques. Maman a fait une valise pour son séjour de 30 jours au centre de traitement. Papa a contacté son bureau pour organiser le télétravail pour la semaine suivante. Lisa et moi nous sommes assis à la table de la cuisine pour rédiger un accord de remboursement formel que nous signerions tous les 4. Pourquoi l'as-tu fait,
ai-je demandé à papa quand nous avons eu un moment seul. Le virement, immédiatement. Je veux dire, tu étais si contre l'idée d'aider hier. Papa m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Parce que tu as fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Tu as refusé d'être son complice. Tu as fixé une limite et tu étais prêt à la faire respecter, même à un coût personnel élevé. Il secoua lentement la tête. J'ai géré cette situation au lieu de l'affronter, la protégeant elle et moi-même des conséquences au lieu de faire face aux vrais problèmes. À 15 heures, maman était prête à partir pour le centre de traitement. Alors que Sharon attendait dans l'allée, maman s'est tournée vers moi à la porte d'entrée, son expression plus claire que je ne l'avais vue depuis des jours. Merci, dit-elle doucement. De ne pas avoir renoncé à moi, même quand tu avais toutes les raisons de le faire. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi était encore en colère, encore blessée par sa trahison. Une autre partie reconnaissait le courage qu'il fallait pour affronter sa dépendance après des années de déni. Fais juste le travail, maman, ai-je finalement dit. C'est tout ce que je demande. Après le départ de la voiture, la maison semblait étrangement vide. Nous trois, papa, Lisa et moi, nous déplacions maladroitement les uns autour des autres, peu habitués à cette nouvelle réalité où le plus sombre secret de notre famille avait été traîné au grand jour. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda Lisa alors que nous nous asseyions pour un dîner à emporter pour lequel aucun de nous n'avait beaucoup d'appétit. Maintenant, dis-je, nous commençons à reconstruire. Mais différemment cette fois. Avec honnêteté. Papa hocha la tête, l'air plus âgé et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu. Et avec des limites, ajouta-t-il. Tu avais raison sur ce point, Craig. Parfois, l'amour signifie être assez fort pour dire non. Ce n'était pas une résolution parfaite, loin de là. Il y aurait des jours difficiles à venir, des rechutes peut-être, une confiance à reconstruire lentement au fil du temps. Mais en vérifiant mon compte en banque une dernière fois, voyant mes économies restaurées, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu sous la blessure et la colère persistante. L'espoir. Pas seulement pour mes projets de voiture et d'appartement, qui pouvaient maintenant se poursuivre comme prévu, mais l'espoir pour ma famille, qui avait été forcée d'affronter ces démons à la dure lumière du jour, et qui, étonnamment, ne s'était pas complètement effondrée sous l'épreuve. En rentrant à mon appartement ce soir-là, je me sentais à la fois plus vieux et étrangement plus léger. Les 48 dernières heures m'avaient changé d'une manière que je commençais seulement à comprendre. J'avais découvert une force que je ne me connaissais pas, le courage de tenir tête aux personnes que j'aimais le plus lorsque c'était nécessaire, d'exiger la vérité même quand elle était douloureuse. Plus important encore, j'avais appris que parfois l'action la plus attentionnée n'est pas la plus douce. Parfois, le véritable amour exige des choix difficiles, des limites fermes, et la volonté de risquer une relation pour sauver la personne qui vous est chère. C'était il y a 6 mois. Beaucoup de choses ont changé depuis ce matin explosif où le cri de maman a fait accourir les voisins. Le programme de traitement n'a pas été un remède miracle, mais c'était un début solide. Maman a terminé le programme résidentiel de 30 jours, puis a continué avec une thérapie ambulatoire et des réunions quotidiennes des joueurs anonymes. Il y a eu des moments difficiles, une rechute au 3e mois, où elle a placé des paris en ligne en utilisant un nouveau compte de messagerie, immédiatement suivi d'une confession en larmes à son parrain. Le chemin de la guérison n'est pas linéaire, mais elle le parcourt avec plus d'honnêteté qu'auparavant. Papa s'est aussi transformé, à sa manière plus discrète. Il a assisté aux séances familiales au centre de traitement, s'ouvrant progressivement sur son propre rôle dans la complicité de l'addiction de maman, son besoin de contrôle, sa fierté qui l'empêchait de chercher de l'aide extérieure, sa tendance à jeter de l'argent sur les problèmes plutôt que de s'attaquer à leurs racines émotionnelles. Il travaille sur tout cela avec son propre thérapeute maintenant. L'accord de remboursement formel que nous avons signé ce jour-là a été honoré. Mon compte a été restauré immédiatement, mais plus important encore, maman et papa se sont tenus au plan de traitement. Papa a installé un logiciel de surveillance financière qui envoie des alertes à la fois à lui et à moi si des schémas de dépenses inhabituels apparaissent. Maman a volontairement rendu ses cartes de crédit et fonctionne maintenant avec une carte de débit prépayée chargée chaque semaine d'une allocation raisonnable. Lisa et moi sommes devenus plus proches à travers cette épreuve. Nous nous retrouvons pour un café tous les dimanches matins, une tradition qui a commencé pendant le traitement de maman quand nous avions tous les deux besoin de quelqu'un à qui parler. Elle est maintenant diplômée et a trouvé un emploi en marketing, vivant en colocation dans un appartement en centre-ville. Son fonds d'études est progressivement reconstitué par nos parents, bien que cela prendra du temps pour se rétablir complètement.
Quant à moi, j'ai bien acheté cette Toyota Camry d'occasion. Le trajet en bus de 45 minutes est maintenant un trajet en voiture de 20 minutes, me donnant du temps supplémentaire chaque matin pour un vrai petit déjeuner ou un arrêt à la salle de sport. J'ai déménagé de la maison de mes parents pour un petit mais confortable appartement d'une chambre plus près du travail. L'indépendance fait du bien, elle est nécessaire, même pour établir les limites que je reconnais maintenant comme essentielles. Le processus de guérison n'a pas été facile. Il y a encore des moments où je ressens cet éclair de trahison à nouveau. Quand maman me pose des questions sur mes finances ou quand je reçois une alerte de transaction de ma banque. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas du jour au lendemain. Mais elle peut se réparer progressivement avec des efforts constants et des changements démontrés. Le changement le plus profond a peut-être été dans la façon dont notre famille communique. La culture du secret qui a permis à l'addiction de maman de prospérer a été remplacée par une honnêteté parfois inconfortable. Nous parlons d'argent ouvertement maintenant, pas seulement des montants, mais des sentiments et des peurs qui y sont attachés. Nous reconnaissons les problèmes lorsqu'ils surviennent au lieu de les balayer sous le tapis. J'ai appris des leçons douloureuses mais précieuses à travers cette expérience. Que l'amour signifie parfois fixer des limites fermes. Que aider n'est pas toujours la même chose que d'être complice. Que la loyauté familiale ne devrait pas exiger une confiance aveugle ou un sacrifice de soi. Plus important encore, j'ai appris que s'attaquer directement à un problème, aussi difficile ou conflictuel que cela puisse être, est finalement plus bienveillant que de le laisser s'envenimer sous la surface. Mon ultimatum, aussi dur qu'il ait pu paraître sur le moment, était en fait la chose la plus attentionnée que j'aurais pu faire pour ma mère et pour notre famille dans son ensemble. Maman a dit quelque chose au cours de son 3e mois de rétablissement qui m'est resté. Nous étions assis sur la balançoire de son Porsche, parlant du passé et des dégâts causés par son addiction. J'avais tellement peur d'être perçu comme un échec, a-t-elle confessé doucement. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais tout arranger moi-même avant que quiconque ne remarque à quel point les choses étaient devenues graves. Chaque mensonge ne faisait que gagner du temps jusqu'à ce que je puisse tout réparer. Mais les mensonges sont devenus le problème, ai-je souligné. Elle a hoché la tête. Les secrets étaient comme un poison. Plus j'essayais de les contenir, plus je tombais malade. Elle m'a regardé directement alors. Quand tu as tout mis à nu, c'était comme percer un abcès. Douloureux mais nécessaire pour que la guérison commence. C'est le paradoxe que j'ai fini par comprendre. Parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de participer à l'autodestruction de quelqu'un. Parfois, dire non est plus compatissant que de dire oui. Parfois, l'action calme et déterminée est plus puissante que tous les cris du monde. J'ai encore mes jours difficiles. Des moments de colère quand je me souviens avec quelle facilité ma confiance a été trahie. Des moments de doute quand je me demande si les changements dureront. Mais ces moments se font plus rares avec le temps et à mesure que nos nouveaux schémas familiaux se révèlent durables. Et vous, vos familles? Avez-vous déjà dû fixer une limite difficile avec quelqu'un que vous aimez? Avez-vous trouvé le courage de prendre position quand il aurait été plus facile de détourner le regard? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cette histoire a résonné en vous. Parfois, les conversations les plus difficiles mènent à la guérison la plus profonde. Et votre histoire pourrait être celle qui donne à quelqu'un d'autre le courage dont il a besoin. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, la confiance doit être précieuse. Les limites doivent être respectées. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement de dire la vérité. Le chemin à parcourir n'est pas parfait. Maman assiste toujours à ses réunions 3 fois par semaine. Papa continue sa thérapie individuelle, et nos séances familiales ont lieu 2 fois par mois. Nous apprenons un nouveau langage d'honnêteté, une conversation maladroite à la fois. Il y a encore des moments de tension, de vieux schémas qui tentent de se réaffirmer, mais nous les attrapons plus vite maintenant. La semaine dernière, maman a trouvé un travail à temps partiel dans une librairie locale. Le salaire est modeste, mais la routine et la responsabilité lui ont fait du bien. Papa a appris à prendre du recul, lui permettant de gérer son propre rétablissement sans sa surveillance contrôlante. Lisa s'épanouit dans son nouveau travail, reconstituant lentement ses économies avec une littératie financière acquise à la dure. Quant à moi, je garde maintenant mes informations financières privées, non par méfiance, mais comme une saine limite. Je rends visite à mes parents régulièrement, mais je préserve le sanctuaire de mon propre appartement. J'ai appris que l'amour peut être à la fois proche et séparé, solidaire et délimité. S'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire,
c'est ceci, la véritable compassion exige parfois des actions difficiles. Le chemin facile de la complicité et du secret peut sembler plus bienveillant sur le moment, mais il ne fait que retarder le règlement de compte inévitable. Le véritable amour a le courage d'affronter des vérités douloureuses et de rester ferme lorsque c'est nécessaire. Partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur les défis familiaux et comment nous les surmontons ensemble. Et s'il vous plaît, commentez ci-dessous avec vos propres expériences. Comment avez-vous trouvé la force de fixer des limites lorsque vous en aviez besoin? Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Merci de faire partie de ce voyage avec moi.